tous et bienvenue dans le podcast Créer ta vie by Khalsa. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un auteur qui s'appelle Gary Chapman et qui a écrit Les langages de l'amour. L'amour, ça a fait couler beaucoup d'encre et effectivement, si c'était si facile que ça, on ne se poserait pas autant de questions. Alors il faut savoir que au niveau de la psychologie de l'amour, on parle souvent de la première phase. Donc la première phase, quand on se rencontre, qu'on rencontre sa partenaire ou son partenaire, c'est la phase lune de miel. Donc cette première phase lune de miel, c'est la phase où tout est beau, où on va voir vraiment les qualités, on va être dans l'admiration, on va être dans la projection de nos rêves, de nos désirs. On va vraiment incarner ça dans l'autre, projeter ça dans l'autre. Et ça va être vraiment cette première phase-là qui est vraiment la phase où on tombe amoureux, la phase où on rentre dans la passion, dans le désir, où tout nous paraît possible et où les ailes nous poussent. Donc c'est tout à fait normal et c'est tout à fait légitime. Cette phase, on passe tous plus ou moins par là, à des degrés différents, mais elle est une étape nécessaire, si on peut dire. Donc cette phase, elle peut durer 3 semaines, 3 mois, 3 ans. C'est pour ça qu'il est coutumier de dire que l'amour dure 3 ans. Mais en fait, cette phase, c'est une étape de la relation. Après cette étape lune de miel, donc qui est aussi hormonale et qui est aussi psychique, avec beaucoup de projections, d'idéalisation, mais qui sont parfaitement normales. Après, le conscientiser aide aussi à équilibrer cette balance. On arrive dans la deuxième phase. Donc la deuxième phase, c'est la phase de la désillusion. Donc dans cette phase de la désillusion, c'est souvent cette phase où les couples prennent de la distance, réalisent un petit peu les différences. C'est un peu la phase où on rentre dans la dualité, on découvre l'altérité, on découvre les différences et on apprend à découvrir l'autre dans ce qui l'éloigne de nous. Et comme dans les biais cognitifs, on a le biais de confirmation, donc qui fait que psychologiquement, quand on attire son attention vers un sujet spécifique, et on va finir par voir que ça. Et au même titre que dans la phase lune de miel, on voyait les choses qui nous plaisaient, on finissait par ne voir que ça. Dans la phase de désillusion, c'est un peu le processus inverse qui se met en place, on va finir par voir que les choses qui nous éloignent. Donc c'est deux étapes qui sont tout à fait normales, saines et naturelles, et c'est aussi une manière de redéfinir la relation et de redécouvrir l'autre dans ses parts différentes de nous, et d'apprendre à évoluer dans cette altérité et à se nourrir de cette altérité. Donc c'est vraiment un moment où aussi on peut arriver dans un stade d'ajustement. Donc souvent quand la relation s'émousse et s'arrête dans cette étape-là et n'arrive pas à passer le cap de la phase des illusions pour rentrer après dans une phase de reconnexion, de reconstruction, d'alimentation de la relation qui va venir redonner un nouveau souffle et apporter d'autres bases solides et d'autres formes de structure au couple pour le faire avancer avec les années, c'est souvent que l'équilibre n'a pas encore été trouvé entre cette phase très pulsionnelle, très passionnelle, et cette phase de désillusion un peu plus cartésienne, un peu plus rationnelle, si on peut dire, où on va passer de l'optimiste déraisonné au réaliste déraisonnable. Donc voilà, le but en fait, c'est vraiment d'équilibrer ces deux aspects pour prendre en fait ce que la phase lune de miel nous apporte, l'équilibrer aussi en ayant conscience de l'altérité chez l'autre, donc de ses différences, et pouvoir les équilibrer. Et comment on va pouvoir faire ça pour arriver à une étape supérieure de la relation, pouvoir renforcer cet amour au lieu de le faire se flétrir et dépérir? Ça va être justement avec les langages de l'amour. Donc ce sont Gary Chapman, il en décrit 5 principales caractéristiques qui va définir un peu les profils de personnes et les façons de venir nourrir la relation. Donc la première, ça va être les paroles inspirantes. Donc ce premier profil, c'est des personnes qui vont avoir besoin de se sentir soutenues, mais beaucoup par les mots, c'est-à-dire se sentir encouragées, se sentir complimentée, entendre qu'elle est reconnue, entendue, écoutée. Et la parole va avoir vraiment une place très importante. Donc les choses à éviter à tout prix avec ce type de personnes, ça va être le silence, bien entendu, la fuite, l'évitement, le repli sur soi. Mais on a tous un peu les 5 caractéristiques que Gary Chapman
indique dans notre livre, parce que effectivement se sentir reconnu, se sentir écouté, ça fait partie de la relation et c'est aussi important. Mais là on parle vraiment de caractéristiques principales, donc qui va faire que si ces caractéristiques ne sont pas respectées, les couples ne vont pas se comprendre et réussir à nourrir la relation suffisamment de la bonne façon. Qu'est-ce qui se passe souvent dans les couples? C'est qu'il y en a un qui va aimer les paroles valorisantes et l'autre qui va aimer par exemple les moments de qualité. Donc là c'est le deuxième profil dont on va parler juste après. Les moments de qualité, c'est vraiment des moments de pleine présence. On ne parle pas de moments où on est à moitié avachi sur le canapé en train de regarder la télé ou avec son smartphone en train de lire un journal ou autre. On parle vraiment d'un moment qui est dédié de pleine présence avec la personne que l'on aime et avec qui on partage sa relation. Donc ça va être des moments vraiment de connexion. Pour ces personnes-là, les paroles valorisantes sont peut-être moins importantes parce qu'ils ont besoin vraiment de cette qualité de présence plutôt que d'une reconnaissance verbale, d'une action faite comme tu es jolie là, ou tu as bien fait à manger, ou etc. vont moins les toucher. Mais par contre, avoir quelqu'un qui leur dit écoute, je sais que tu aimes le théâtre ou le yoga ou le karaté ou un match de foot et ça me ferait très plaisir que tu sois là, et le fait d'être présent va être vraiment vécu comme quelque chose d'important et de nourrissant pour la relation. Donc le troisième type de profil, c'est le profil des cadeaux. Donc c'est des personnes qui, comme symbole visuel d'affection, ont besoin de cadeaux. Donc ça va être des gestes comme par exemple une invitation au restaurant, un voyage, mais ça peut être aussi simplement des attentions visuelles, matérielles, comme un petit mot laissé sur le réfrigérateur avec un petit mot doux, un Tupperware préparé pour le repas du midi parce que le partenaire ou la partenaire est fatigué. Ça peut être des petites attentions comme ça, des gestes physiquement mesurables, ça peut être des petites pétales de fleurs laissées depuis l'entrée de la maison. C'est vraiment pas forcément le coût du cadeau, mais l'intention du cadeau qui va venir nourrir cette relation. Après, ce curseur est variable en fonction des individus, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour ce type de profil-là. Le quatrième type de profil, c'est les services rendus. Donc les services rendus, ce sont des personnes qui ont besoin qu'on soit là pour elles et qui vont retenir surtout l'aide. Par exemple, monter un meuble qui a un souci ou réparer un meuble qui a un souci. Ça peut être aller faire des petites courses parce que le partenaire a vu que l'autre était fatigué et que ça soulagerait cette personne de pouvoir ne pas avoir à le faire. Ça peut être de décider de laisser les enfants chez papy, mamie ou chez un ami ou un couple d'amis pour pouvoir passer un moment ensemble sereinement, au calme. C'est vraiment en fait des intentions liées au geste qui va venir nourrir la relation. Donc bien sûr, on peut tous avoir à des degrés plus ou moins variables ces différents types de langage de l'amour, mais on a souvent un qui prédomine sur les autres. Et ce qui se passe, c'est que souvent, quand on a des langages de l'amour assez différents, par exemple, pour quelqu'un pour qui les preuves d'amour sont les services rendus et ces marques d'attention qui viennent dire je te soutiens, je suis là, je comprends ce dont tu as besoin, je le mets en application, je ne vais pas forcément le dire, mais tu vas le voir matériellement, ça va se concrétiser par des actes. Et une personne pour qui les paroles valorisantes vont être importantes, vont tenter chacune de donner ce qui leur conviendrait à elle. Par exemple, si vous avez un type de profil paroles valorisantes et que votre conjoint, lui, a plutôt un type de profil service rendu, vous allez lui donner des paroles valorisantes que l'autre ne va pas être capable de recevoir puisqu'il ne va pas être touché particulièrement par ces marques d'affection-là. Et c'est là où le travail de Gary Chapman entre en scène, c'est qu'il vient nous faire prendre conscience de l'altérité et de la dualité qu'il y a entre nous et l'autre, des différences qu'il peut y avoir, et que parfois un geste perçu comme quelque chose de touchant pour vous peut être perçu différemment pour l'autre. Et c'est souvent ce qui va faire qu'on ne sait pas nourrir la relation et venir l'alimenter.
Et le cinquième langage de l'amour dont Gary Chapman parle, c'est bien sûr les démarques d'affection. Les marques physiques d'affection, donc ça peut être un effleurement de la joue, ça peut être un bisou dans le cou, ça peut être une caresse sur la main, ça peut être un câlin, être pris dans les bras, ça va être lié au contact physique. Donc ça c'est souvent quelque chose qui est naturel au début d'une relation, mais qui avec le temps finit par s'estomper parce qu'on le considère comme acquis, comme naturel et comme peut-être moins essentiel. Et en fait Gary Chapman explique que ces contacts physiques sont très importants pour la relation et qu'il est nécessaire de venir nourrir une relation avec ces attentions-là. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, vous a apporté des éléments pour venir nourrir votre relation, venir commencer à comprendre un petit peu le fonctionnement de votre relation. Et bien sûr, on n'est pas éduqué au bonheur et aux façons de venir nourrir notre bonheur. Alors j'avais entendu quelque part une phrase qui m'a beaucoup fait rire qui disait le bonheur c'est un moment de plénitude capté entre deux emmerdes et effectivement la vie elle est très fluctuante et finalement le bonheur c'est pas tant une destination que notre capacité à saisir les instants et à leur apporter de la qualité. Et pour ça, pour apporter de la qualité dans des instants à deux, il faut aussi prendre donc l'écosystème de l'autre, puisque dans une relation, on arrive chacun avec notre écosystème, notre histoire, notre passé. Moi, par exemple, les gros cadeaux extrêmement chers, etc., vont pas forcément me toucher autant qu'une attention portée à un service rendu ou des moments de qualité. Je ne dis pas que j'y suis totalement insensible, encore une fois, tout est une question d'intention posée dans le geste, mais par rapport à mon écosystème culturel, familial, ce sont des choses qui vont plus me toucher que quelque chose qui va être offert comme ça, juste pour acheter quelque chose ou offrir quelque chose, mais sans forcément avoir une intention spécifique. Donc voilà, après, il y a bien sûr plusieurs profils et ces profils-là, ils peuvent aussi évoluer avec le temps. Moi, j'ai travaillé aussi sur moi, j'ai évolué dans mes perceptions de l'écosystème des autres, de mes proches, de ceux qui m'entourent, pour justement essayer d'ouvrir les yeux sur les pas qu'ils faisaient vers moi et sur les attentions portées à leurs gestes pour mieux comprendre que c'était des marques aussi d'affection. Donc ça nous aide vraiment à nous relier un peu plus avec les autres et à mieux comprendre ces connexions, des fois un peu maladroites qu'il peut y avoir, et pas uniquement dans les couples, mais aussi dans les amitiés ou dans les familles. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Bonne journée!